Rien ne se perd, tout se transforme. Une formule qui a été prise au pied de la lettre par Claude Nassau, qui depuis 2017 dirige son entreprise Cap Conteneur à l'île d'Abo. Son objectif, recycler les conteneurs pour les transformer en équipements utiles, mobiles et bon marché. Alors, notre matière première, c'est le conteneur maritime, donc c'est du conteneur de réutilisation. Et ensuite, on le met en atelier, on le transforme sur différentes formes, donc l'événementiel, l'industrie, l'immobilier, le bâtiment. Plusieurs chaudronniers et ouvriers soudent et découpent toute la journée pour permettre de transformer ces boîtes métalliques sombres en des lieux de vie, de travail ou de stockage parfois surprenants. Après l'électrification, la ventilation, l'ameublement et la décoration, il est même difficile de percevoir que l'on se trouve encore dans un container. Pourtant, ces pièces à l'apparence banale peuvent se déplacer au bon vouloir et l'entreprise est capable de les produire en seulement 2 mois de travail. Tout dépend des projets, bien sûr, pour le délai de fabrication et l'intégration qu'on doit faire à l'intérieur. On travaille tout le projet, on propose un accompagnement intégral à nos clients, c'est-à-dire on travaille depuis le design, la conception, la fabrication, l'intégration et la livraison et montage quand il y a plusieurs modules au système ensemble. Notre dernière réalisation, il s'agit de la construction d'un bâtiment 100% sur la base des conteneurs maritimes. C'est une extension d'école dans laquelle on a pu fabriquer 5 salles de cours supplémentaires pour l'école. Avec une utilisation dans le monde toujours grandissante, les containers maritimes usés sont devenus une manne peu chère et extrêmement accessible. Les procédés de transformation se sont alors rapidement développés il y a 20 ans et aujourd'hui, la demande n'a jamais été aussi forte. Cap Container vend et loue ses équipements à des clients partout en France qui peuvent ensuite les redéployer où bon leur semble. Ça, c'est un plan de travail, bien sûr. Les bureaux, il faut qu'ils soient placés. Il y avait il y a un poste de travail ici, un poste là et un poste là-bas. Ce conteneur doit être livré dans une quinzaine de jours. En 2024, l'entreprise est devenue l'un des lauréats du prix décerné par Isère Attractivité dans la catégorie Engagement responsable, une belle récompense pour un succès bien à flot. Il fait l'objet d'une attention toute particulière depuis 2023. Situé à près de 3000 mètres d'altitude et formé par la fonte du glacier de la Grande Motte, le lac du Rosolin a été abaissé d'environ 10 mètres en 3 ans. Une mesure de sécurité indispensable pour protéger le secteur de Val-Claré. Les enjeux, c'était un risque de surverse de ce lac avec une grosse pression à partir du moment où la volumétrie du lac était montée à un niveau très très élevé et donc un risque de surverse avec un flux torrentiel de boue, de rochers qui aurait pu envahir le bas du Val-Claré et puis donc mettre à mal à la fois des biens immobiliers et des personnes qui auraient pu être par là, qui auraient pu être sur le site par hasard. Donc il était impératif de trouver les meilleures solutions pour limiter le risque à son minimum. Limiter le risque à son minimum grâce à des travaux de sécurisation. Dès 2023, une première phase de terrassement a pu réduire de 6 mètres l'altitude du lac, suivie l'année suivante de la mise en place d'opérations de siphonnage. Résultat, 200 litres d'eau par seconde peuvent être évacués. Un processus renforcé cette année par une solution plus hybride. Les travaux qui sont conduits cette année combinent finalement les deux solutions de 2023 et 2024. Le terrassement qui permet de creuser encore de 3 mètres de profondeur, le même chenal, et également du siphonnage qui permet de réduire encore plus bas l'altitude du lac et qui présente un autre avantage. Donc un premier avantage qui est la gestion des risques et la diminution des risques, et un second avantage qui n'est pas du tout négligeable, qui est de permettre de travailler à sec. C'est-à-dire que pendant que le siphon sont actifs, le chenal est à sec et ça permet de limiter la mise en suspension de matériaux dans l'eau qui s'écoule du côté de Champagny-en-Vanoise. Un travail de surveillance dont le coût total du chantier s'élève à 1,2 million d'euros, dont 80% sont financés par l'État. L'objectif, c'est non seulement d'avoir cet accompagnement financier, mais également d'avoir un accompagnement scientifique, un accompagnement en conseil, que ce soit côté RTM ou que ce soit Parc national de la Vanoise, et d'avoir un accompagnement administratif, puisque pour qu'on puisse être efficace en été, il faut travailler tout au long de l'année, notamment à travers des réunions du comité de pilotage qui permettent de décider
les opérations qui vont être menées, la manière de le faire et évidemment le plan de financement qui peut être mis en face. Si aujourd'hui le risque pour Val-Claret est considérablement réduit, des solutions sont à l'étude pour vidanger définitivement le lac. Mais d'ici là, les interventions devraient se poursuivre pour maintenir un volume raisonnable. Le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, était en déplacement chez Vernet-Caron ce jeudi après-midi. Une manufacture portée par un vent d'espoir. Pour rappel, en juin, le groupe ligérien Rivolier a validé le rachat de l'entreprise stéphanoise après un placement en redressement judiciaire. Ça va mieux quand même, parce qu'avec le chômage partiel qu'on a eu et tout, et puis en plus il y a eu le tribunal de commerce, donc notre avenir on disait comment ça va se terminer. L'ensemble des employés est revenu à temps plein. Leurs représentants ont eu un rendez-vous avec le ministre et espèrent des garanties de commande de l'État. L'entreprise est sauvée, l'entreprise a repris une activité, seulement pour pouvoir assurer une pérennité, il serait bien aussi que l'État français s'engage à prendre des produits français, surtout que nous avons des produits performants, plutôt que d'aller chercher purement une logique de coût et d'aller se fournir à l'étranger. Vernet-Caron est un vendeur d'armes de chasse, mais aussi de collection. La manufacture s'appuie sur 200 ans de savoir-faire, mais l'inventeur du flashball se repositionne depuis peu sur les armes de petit calibre et donc le marché de la défense. Le ministre en est conscient. L'État sera toujours aux côtés des entreprises qui innovent, nos forces de l'ordre, nos forces de police et de gendarmerie, nos CRS, qui pour certains sont et seront équipés de différents produits qui sont fabriqués ici, je pense en particulier au flashball. Les forces de police municipales également sont un marché possible pour cette entreprise. D'autres ont trait aux acteurs privés, mais je pense que c'est dans cette diversité de cibles que se trouve aussi le potentiel de développement de l'entreprise et sa pérennité. Vernet-Caron a effectivement déjà signé un contrat avec les CRS. Ils fourniront 3 à 4 000 lanceurs de grenades Cobra. Le groupe Rivolier, confiant en l'avenir, a déjà investi 800 000 € dans la relance. Près de 7000 cyclistes se sont retrouvés avec un vélo électrique neuf à 2500 € inutilisable. Et à Saint-Étienne, une entreprise participe à leur recyclage. C'est une des seules en France à proposer un service de reconditionnement à l'échelle nationale. La preuve avec ces 2 roues de la marque Angèle, lancée par l'entrepreneur Marc Simoncini. Elle est en redressement judiciaire. La faute notamment à un défaut de production sur leur vélo. Depuis, les serveurs sont éteints et l'assistance électrique est quasiment inutilisable. Pour éviter qu'ils soient détruits ou restent dans la nature, Cycle Service Loire les démonte à l'initiative d'Ellipse Bike. Donc certains viennent de chez Ellipse Bike qui sont principalement des vélos de particuliers et puis également de groupes de supermarchés, notamment du groupe Carrefour, qui avaient des vélos à faire récupérer et qui nous les envoient. Sur les 3 premiers mois, près de 200 vélos ont suivi le processus et presque toutes les pièces sont récupérables. Alors, elles sont en train de démonter tous les périphériques du vélo au niveau des freins hydrauliques, les grippes, ici les 2 roues, roue avant et roue arrière. Alors, on réutilise pratiquement tout le matériel, sauf ce qui est électronique, parce que c'est commandé par une application qui actuellement est hors service. Les cadres, une fois vidés, eux sont cassés. Pour éviter d'être réutilisés, ils seront vendus à un éco-organisme, l'aluminium sera fondu et recyclé. Enfin, toutes les autres pièces sont classées par qualité pour une seconde vie. Ces pièces vont être employées de 2 manières, soit de la vente directe aux particuliers, au réseau boutique, ou éventuellement la vente de pièces détachées pour les exploitants de vélos publics et partagés. Également, on a une autre demande qui est la réutilisation de ces pièces dans le cadre d'un reconditionnement au niveau des vélos que l'on fait pour les sociétés exploitant des vélos publics. Compétent à la base dans l'assemblage de vélos, cette entreprise se positionne désormais sur le reconditionnement, comme ceux de la ville de Zurich, remis en état dans leur atelier pendant l'été. On lui doit la décoration de l'abside du Panthéon. Ernest Hébert, peintre grenoblois né en 1817, a su tout au long de sa carrière retransmettre une réalité mélancolique dans ses portraits et ses scènes paysannes.
Directeur de la Villa Médicis à Rome pendant 12 ans, il finit sa vie et meurt en 1908 dans sa maison à La Tronche. Après sa mort, son épouse Gabrielle Hébert façonnera le jardin et s'occupera de la propriété pour la transformer en musée en 1934. Gabrielle Hébert a passé beaucoup de temps à rendre ce lieu extraordinaire. Elle y a aussi fait déplacer la dépouille de son époux, de son mari, et c'est grâce à elle qu'il y a un musée Hébert ici pour rendre hommage à son mari. Alors le jardin tel qu'on le voit aujourd'hui a quand même beaucoup évolué. À l'époque d'Ernest Hébert, il était plus champêtre. Ernest Hébert, il a vécu quasiment 30 années de sa vie en Italie, et donc il y a ce goût des jardins italiens, ce rappel des jardins de la Villa Médicis, des jardins Boboli, et on a le bruissement de l'eau, les taupières, les fleurs, un jardin très odorant avec des orangers. 2,5 hectares divisés en 4 espaces avec le jardin italien, le jardin anglais, le sous-bois et le jardin régulier. Thierry est jardinier au musée depuis 7 ans. Son défi, en faire un espace accueillant pour la faune qui l'habite. On arrive à avoir une certaine biodiversité, c'est-à-dire un nombre important d'oiseaux, on a des écureuils, on a beaucoup de libellules aussi autour des bassins. Et cette biodiversité, en fait, elle contribue à ce qu'on appelle la trame verte. C'est-à-dire des espaces qui, même en ville, permettent à des animaux de passage, par exemple, de se poser et de pouvoir reprendre leur souffle avant de repartir vers un autre endroit. Entre les arbustes et les fleurs du sous-bois, le musée a installé une ruche pédagogique pour observer les abeilles. Pédagogique, pourquoi ? C'est cette cheminée. On peut s'approcher. Les abeilles, elles sortent là-haut et en fait, on ne les embête pas et elles ne nous embêtent pas. Cette ruche, elle est vraiment intéressante parce que donc déjà, on peut voir le travail des abeilles. Et puis, dans ce parc, comme il y a une diversité au niveau des arbres et des arbustes et des fleurs, ça permet d'avoir une bonne récolte de miel. Le miel est récolté une fois par an au début du mois de juillet par des enfants des écoles primaires de La Tronche. Comme dans les scènes du quotidien qu'aimait peindre Ernest Hébert, le musée unit art et nature dans un jardin qui prolonge l'esprit de son œuvre. Ce qui pourrait être une scène assez classique pour les berges des grands lacs de nos départements l'est beaucoup moins à plus de 2000 mètres d'altitude. Sur les eaux claires du lac du Montcenis, si la navigation est en effet proposée depuis près de 40 ans déjà aux visiteurs, l'activité, aujourd'hui reprise par la Société d'économie mixte en charge des remontées mécaniques, séduit toujours autant les apprentis plaisanciers d'altitude quand le temps le permet. Des journées comme aujourd'hui, on va faire un carton, on va sortir plus de 60 embarcations. Par contre, le mois de juillet où la météo n'était pas très favorable, c'était plus compliqué. On a fait des journées avec des zéros pointés parce qu'il faisait froid, parce qu'il y avait du vent. Donc c'est un peu la contrainte d'une activité outdoor comme ça, qui plus est nautique à 2000 mètres d'altitude. Mais c'est aussi la magie de ce produit-là quand il fait beau. Un programme atypique à la frontière franco-italienne mais qui séduit donc de nombreux curieux. Ce vendredi, les moniteurs ont en effet loué la quasi-totalité des embarcations disponibles, prodiguant conseils et recommandations pour profiter pleinement du site et de ses particularités. Nous ici, le lac il est vachement grand quand même, mais on a des règles de navigation et on a plutôt une balade sympa donc vers Savalin, donc dans des gorges où les gens ils se retrouvent à l'abri du vent et ils passent un bon moment. On a des gens qui viennent d'un peu de partout, donc bien sûr des Français, mais aussi des Italiens, comme on est tout proche de l'Italie. On a aussi quelques personnes qui viennent des Pays-Bas. Certaines personnes, elles réservent donc sur Internet, elles ont vu des posts Instagram, des annonces, des flyers. Ou alors il y a d'autres personnes qui sont carrément de passage et du coup ils s'arrêtent ici pour venir faire un coup du pédalo ou du kayak. Une halte aussi incontournable qu'insolite qui s'inscrit dans une volonté de la destination de miser sur des activités estivales, assurant ainsi une offre touristique pérenne et annuelle. Notre activité principale est de loin le ski alpin l'hiver, hein, c'est certain. Mais voilà, on est sur un territoire Valseny, la Haute-Maurienne vanoise d'exception qui marche toute l'année. Et on se doit aussi de faire des activités à ces périodes-là. Et ça, c'était une belle opportunité aussi pour pouvoir donner des contrats un peu plus longs à nos salariés. Voilà. Et puis satisfaire bien entendu nos clients qui sont les mêmes pour la plupart hiver et l'été.
Un positionnement qui permet au territoire de s'assurer un remplissage croissant de ses lits touristiques au fil des années et confirmant de fait un intérêt certain des vacanciers pour les destinations nature et préservées.